Dans un salon impeccable, des regards froids transforment un dîner de fiançailles en une épreuve cruelle de statut et d'apparence. Entre des murmures sur la bonne image et des coupes en cristal, une invitée silencieuse découvre qu'elle a été choisie moins par amour que par convenance. Lorsque des millions entrent dans la conversation, le masque de l'élégance commence à se fissurer et quelqu'un prépare une réponse à la hauteur. Lors de la nuit la plus brillante de la saison, un appel téléphonique public devient la scène d'un retournement qui redéfinit le pouvoir, la dignité et le respect. Avant d'écouter ce renversement saisissant, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Choisiriez-vous la vérité ou l'accord de 10 millions radoirs? Le grand salon du Cercle de l'Harmonie, au cœur du Marais à Paris, resplendissait d'une décoration impeccable. Cristaux, porcelaines importées et arrangements d'orchidées rares ornaient les tables du dîner de fiançailles de Richard de Montaigne et Louise Rivière. Les invités, membres de l'élite parisienne, circulaient entre coupes de champagne français et conversations sur le marché financier. Louise observait tout avec un sourire poli, mais intérieurement, elle se sentait une intruse. À 28 ans, professeure de français dans une école municipale de la banlieue Est, elle n'avait jamais imaginé faire partie de ce monde. Sa robe bleu marine, achetée spécialement pour l'occasion, semblait trop simple à côté des tenues de haute couture qu'arboraient les femmes. « Chérie, essaie au moins de faire semblant de t'amuser », murmura Richard à son oreille, ajustant sa cravate impeccablement nouée. « Mes parents nous observent. » Elle acquiesça, essayant de détendre ses épaules. La relation avec Richard avait été un tourbillon. Ils s'étaient rencontrés lorsqu'il avait visité l'école où elle travaillait pour un projet de responsabilité sociale de l'entreprise familiale. Après 3 mois de rencontres, la demande en mariage était venue, étonnamment rapide. « Quand on sait, avait-il dit. Théodore de Montaigne, patriarche de la famille et président du conglomérat Montaigne Entreprises, s'approcha avec un sourire calculé. Grand, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, il exhalait l'autorité à chaque geste. « Alors, Louise, Richard m'a dit que vous êtes professeur, » commenta-t-il sans cacher son ton condescendant. « C'est intéressant. Oui, depuis 5 ans. Je travaille avec des adolescents du lycée, » répondit-elle, gardant sa dignité. « Cela doit être gratifiant, » intervint Cécile de Montaigne, la mère de Richard, son collier de diamants scintillant sous les lumières du salon. « Bien que j'imagine que le salaire laisse à désirer. » Richard rit nerveusement, passant un bras autour de la taille de Louise. « Maman, ne commence pas. C'est juste une observation, mon chéri. » Cécile sourit, se tournant vers une amie proche. « Savais-tu que Louise travaille dans une école publique? En banlieue Est. » L'amie haussa des sourcils parfaitement dessinés, comme si Louise était une curiosité exotique. « C'est philanthropique de ta part, Richard. » Les rires polis qui suivirent portaient un venin que Louise connaissait bien. Toute sa vie, elle avait lutté contre les préjugés liés à ses origines modestes. Fille de mère célibataire, elle avait grandi dans le quartier de Belleville et avait obtenu son éducation grâce à des bourses d'études. Sa profession était sa passion, pas un passe-temps avant de faire un bon mariage, comme il le laissait entendre. Le dîner se poursuivit avec d'autres épisodes d'humiliation voilée. Laure, la sœur de Richard, ne faisait même pas l'effort de dissimuler son mépris. « Alors, Louise, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous gérerez l'agenda social après le mariage? Les engagements de la famille de Montaigne sont assez exigeants pour quelqu'un qui n'est pas habitué. »« Je suis sûr que je m'adapterai, » répondit Louise, gardant son sang-froid. Bien sûr, on ne s'improvise pas de bonne famille. C'est pendant le dessert que l'incident se produisit. Alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes pour respirer un peu loin de cet environnement suffocant, Louise entendit des voix provenant du bureau adjacent. La porte était entr'ouverte et elle reconnut immédiatement la voix de Théodore. « Les papiers sont presque prêts. Dès que le mariage aura lieu, nous pourrons annoncer la nouvelle phase familiale de l'entreprise. Les investisseurs adorent cette image de stabilité. » Et les 10 millions? La voix était celle d'un homme que Louise ne connaissait pas. Garantie dès que le contrat sera signé. Le vieux Delacroix ne se doute même pas que c'est sa fille que nous utilisons comme façade. Il ne ferait jamais affaire directement avec moi, mais ça, c'est parfait. Louise se figea. Delacroix? Son nom de jeune fille, que peu connaissait à Paris depuis qu'elle avait déménagé et adopté le nom de sa mère, Rivière. Son père, Antoine Delacroix, était l'un des hommes d'affaires les plus discrets et puissants du pays, avec qui elle entretenait une relation distante, bien que cordiale, après le divorce de ses parents.
Et la jeune femme? Elle sait quelque chose? Demanda l'inconnu. Théodore rit un son qui fit se nouer l'estomac de Louise. Richard la maintient distraite. C'est une petite professeure idéaliste. Elle croit que le fiston est tombé amoureux d'elle. Quand elle découvrira la vérité, il sera déjà trop tard. 10 millions, c'est un petit prix pour sauver l'Empire Montaigne. Louise recula silencieusement, le cœur martelant dans sa poitrine. Ses fiançailles, sa relation, tout était une farce. Une mise en scène pour conclure un accord de 10 millions et sauver les affaires en faillite des Montaigne, l'utilisant comme un pion dans un jeu d'entreprise. Quand elle retourna à table, son sourire était parfaitement en place. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Richard le remarqua, mais l'attribua à l'inconfort naturel dans cet environnement. Il ne pouvait pas imaginer que, derrière ce regard calme, une tempête se formait. Tandis qu'il trinquait à l'amour et à l'avenir, Louise prit sa décision. Elle ne confronterait personne cette nuit-là. Elle ne leur donnerait pas le plaisir de la voir s'effondrer. Au contraire, elle entrerait dans le jeu. Seulement maintenant, elle connaissait les règles. De retour dans son petit appartement, quelques heures plus tard, Louise passa un appel. Le numéro n'avait pas été composé depuis des mois. « Papa, c'est moi, Louise. Nous devons parler. C'est à propos de la famille de Montaigne. » De l'autre côté de la ligne, le silence momentané fut suivi par la voix grave que peu d'hommes d'affaires du pays osaient défier. « Je t'écoute, ma fille. » Louise respira profondément. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Louise se retrouva dans son appartement de Belleville, entourée de papiers et son ordinateur portable ouvert. Elle n'avait dormi que quelques heures, consumée par son enquête sur la famille de Montaigne. En tant que professeure, elle savait comment faire des recherches et elle utilisait maintenant cette compétence pour démêler ce qui se cachait derrière ce mariage précipité. Sur l'écran de l'ordinateur, les gros titres des journaux économiques des derniers mois racontaient une histoire différente de l'image prospère que les Montaigne vendaient au monde. Les actions de Montaigne Entreprises chutent pour le 3e trimestre consécutif. Des rumeurs de problèmes de liquidité inquiètent les investisseurs. Théodore de Montaigne nie la crise et promet des nouveautés pour le prochain semestre. La sonnerie de son portable interrompit sa concentration. C'était Richard. « Bonjour, mon amour. J'ai juste appelé pour savoir si tu allais bien. Hier soir, tu semblais distante. » Louise respira profondément, contrôlant sa voix. L'actrice qu'elle ignorait exister en elle émergea. « Je vais très bien, juste fatiguée. Votre famille est impressionnante. » Richard rit, un son qui lui semblait désormais faux. « Je sais qu'ils peuvent paraître un peu intimidants au début, mais tu t'y habitueras. Et si nous déjeunions ensemble aujourd'hui? J'ai une réunion ce matin, mais je suis libre après-midi. »« Bien sûr, ce serait super, » répondit-elle, planifiant déjà d'utiliser cette rencontre pour obtenir plus d'informations. Dès qu'elle raccrocha, son téléphone sonna de nouveau. C'était Sophie Martin, journaliste d'investigation et amie de longue date. « Lou, j'ai cherché ce que tu m'as demandé. Et ma fille, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Les Montaigne sont croulants sous les dettes. Il y a au moins 3 procès en cours en secret devant la justice, intentés par des investisseurs. Et de plus, leur principale entreprise est sous enquête pour irrégularité fiscale. » Louise nota tout. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Et à propos de la connexion avec mon père, Sophie soupira de l'autre côté. C'est là que réside le point intéressant. Delacroix Investissement, l'entreprise de ton père, est l'une des rares qui pourrait sauver l'Empire Montaigne. Un apport de 10 millions ne serait qu'un début. Avec l'aval de ton père, d'autres investisseurs retrouveraient confiance en l'entreprise. Mais mon père ne ferait jamais affaire directement avec Théodore, compléta Louise. Exactement. La querelle entre eux est légendaire sur le marché. Quelque chose lié à une affaire d'il y a 20 ans quand ton père débutait. Théodore aurait, disons, joué un coup bas. Louise ferma les yeux, se remémorant des fragments de conversation entendus dans son enfance. Son père, toujours réservé sur les questions professionnelles, mentionnait rarement ses différends, mais le nom de Montaigne provoquait toujours une ombre dans son regard. « Merci, Sophie, tu as toujours été la meilleure enquêtrice que j'ai connue. »« Fais juste attention, Lou. Les gens désespérés font des choses désespérées. » Après avoir raccroché, Louise prit sa voiture et se rendit à l'école où elle enseignait. C'était samedi, mais elle avait besoin d'un endroit pour réfléchir, et ses salles de classe simples lui apportaient toujours de la clarté. Elle s'assit à son bureau dans la salle des professeurs vide,
contemplant le tableau noir encore couvert de notes de la leçon précédente. C'est là, entre la craie et les livres usés, que le plan commença à prendre forme. Ce ne serait pas une vengeance mesquine, ce serait une leçon, une que personne dans la famille de Montaigne n'oublierait. À midi, elle retrouva Richard au restaurant japonais qu'il avait choisi, cher, prétentieux, rempli de cadres en déjeuner d'affaires. « Tu es magnifique aujourd'hui », la complimenta-t-il, l'embrassant légèrement. Ces jours-ci ont été fous avec les préparatifs du mariage et quelques affaires de l'entreprise. « J'imagine, » répondit-elle en souriant. « Ton père semblait tendu hier. »« Tout va bien avec les affaires. » Un éclair d'inquiétude traversa ses yeux, rapidement remplacé par un sourire confiant. « Rien à craindre, juste les fluctuations normales du marché. Tu sais comment c'est, les investisseurs deviennent nerveux pour n'importe quoi. »« Bien sûr, » acquiesça-t-elle, feignant l'innocence. « Au fait, je me suis souvenu que je ne t'ai jamais beaucoup parlé de ma famille. Ma mère, tu la connais. Mais mon père, Richard s'étouffa légèrement avec le saké. Ton père, je pensais que, enfin, que vous ne vous parliez pas. Nous nous sommes éloignés après le divorce, mais nous gardons contact. Il est en Europe pour affaires, mais il devrait revenir pour le mariage. Et lui, que fait-il ? Demanda Richard, essayant de paraître décontracté. Affaires, investissement, ce genre de choses. Rien d'aussi grandiose que l'Empire Montaigne, bien sûr, répondit-elle avec une fausse modestie, observant attentivement sa réaction. Richard se détendit visiblement, et Louise eut sa confirmation. Il ne savait pas qui était son père. Théodore avait probablement caché ce détail à son fils, craignant qu'il ne puisse gâcher le plan avec un commentaire imprudent. Le reste du déjeuner se déroula entre conversations superficielles sur le mariage et plans pour l'avenir. Richard parlait avec enthousiasme de la lune de miel à Bali, de la maison qu'ils achèteraient, de la façon dont Louise pourrait enfin quitter ce travail et se consacrer à des choses plus importantes, comme les événements sociaux et la charité. « Ce serait bien si tu parlais à ma mère de ça. Elle préside 3 fondations et pourrait t'orienter. »« Ce serait éclairant, » répondit Louise, imaginant les leçons que Cécile de Montaigne aurait à offrir. L'après-midi, après avoir quitté Richard, Louise se rendit au bâtiment imposant de Delacroix Investissement, au cœur financier de la Défense. Elle n'annonça pas sa visite, comptant sur l'effet de surprise. À la réception, il suffit de mentionner son nom pour que les agents de sécurité, qui la connaissaient depuis l'enfance, la laissent passer. Antoine Delacroix était dans son bureau au dernier étage, avec une vue panoramique sur la ville qu'il avait contribué à transformer avec ses investissements. À 60 ans, il conservait une allure élégante et des yeux perspicaces qui ne laissaient passer aucun détail. « Louise, » dit-il, se levant pour embrasser sa fille, « quelle bonne surprise. Ton appel d'hier m'a intrigué. Papa, nous devons parler de mes fiançailles. De qui sont vraiment les Montaigne ?» Antoine indiqua le canapé dans le coin du bureau, servant 2 tasses de café avant de s'asseoir. « Quand tu m'as dit le nom de famille, j'ai passé la nuit à enquêter. Théodore a toujours été un adversaire prévisible. Utiliser ma fille pour m'atteindre, c'est bas même pour lui. Alors tu savais déjà ? Je me doutais, mais je voulais l'entendre de ta part. Qu'as-tu découvert exactement ? » Louise raconta tout. La conversation qu'elle avait entendue, les recherches de Sophie, le comportement de Richard et de sa famille lors du dîner de fiançailles. Ils ont besoin de 10 millions pour commencer, et ils m'utilisent comme garantie de stabilité familiale pour attirer d'autres investisseurs. Le mariage ne serait qu'une façade. Antoine écouta tout en silence, les yeux fixés sur la ville en contrebas. « Et que veux-tu faire, ma fille ? Je peux démasquer Théodore tout de suite, mettre fin à cette farce immédiatement. » Louise pensa au mépris dans les yeux de Cécile, à l'arrogance de Laure, au traitement condescendant qu'elle avait reçu. Elle pensa aux autres personnes que cette famille avait certainement manipulées au fil des ans. « Non, papa, je veux entrer dans leur jeu. Je veux qu'ils ressentent la même chose que moi. Je veux qu'ils apprennent une leçon qu'ils n'oublieront jamais. » Un sourire discret apparut sur les lèvres d'Antoine Delacroix. « Tu as plus de moi que tu ne l'imagines, ma fille. Et comment comptes-tu t'y prendre ?» Louise détailla alors son plan. Ce ne serait pas une vengeance impulsive, mais une stratégie calculée. Elle laisserait les Montaigne continuer leur théâtre, convaincus qu'ils avaient le contrôle. Elle participerait à leurs dîners, à leurs événements, supporterait leurs piques et leurs humiliations. Elle accepterait les préparatifs du mariage, le contrat prénuptial qu'ils proposeraient certainement. Tout cela en rassemblant des preuves, des documents, des témoins.
Et au bon moment, quand ils seront confiants, quand l'accord sera sur le point d'être conclu, tu feras tomber le château de cartes, compléta Antoine, avec une lueur de fierté dans les yeux. Mais es-tu sûr de vouloir suivre cette voie? Cela exigera beaucoup de toi. Louise regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'étendait à perte de vue. Quelque part en contrebas, Richard parlait probablement avec son père du succès du plan, de la façon dont la petite professeure naïve était exactement là où il la voulait. « J'en suis sûr, papa. Certaines leçons doivent être apprises de la manière la plus difficile. » Quand elle quitta le bâtiment quelques heures plus tard, Louise Rivière-Delacroix n'était plus seulement la professeure idéaliste d'école publique. C'était une femme avec une mission. Les Montaigne avaient commencé un jeu dangereux sans connaître tous les joueurs. Et ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise adversaire. Un immeuble haussmannien emblématique du 8e arrondissement, au cœur de Paris, abritait au 6e étage l'appartement secret d'Antoine Delacroix. Un endroit que peu connaissaient, loin du manoir officiel du 16e arrondissement, où il planifiait ses mouvements les plus importants. C'était là que Louise se trouvait maintenant, une semaine après la découverte de la farce. « Les documents que vous avez demandés, mademoiselle », dit Henri, l'assistant de confiance de son père, en lui tendant un dossier. Toutes les irrégularités de Montaigne entreprises des 5 dernières années. Procès prud'homaux étouffés, évasion fiscale, détournement de fonds d'investissement. « Merci, Henri, » répondit Louise, feuilletant les papiers. « Mon père est arrivé. Monsieur Delacroix est en route. Il a demandé de commencer la réunion. » Outre Henri était en présent Sophie, qui avait apporté plus de preuves journalistiques, et Marina Dubois, avocate d'affaires de confiance des Delacroix. « Louise, j'ai analysé les contrats préliminaires que Richard t'a envoyés, » dit Marina, ajustant ses lunettes. « Comme nous le soupçonnions, c'est un piège juridique. Il y a des clauses cachées en langage technique qui lient essentiellement les entreprises de ton père aux dettes des Montaigne en cas d'union familiale des affaires. » Louise secoua la tête, admirant l'audace. « Ils ont vraiment pensé à tout. »« Presque tout, » corrigea Sophie. « Ils ont oublié de vérifier qui tu étais vraiment. » La porte s'ouvrit et Antoine Delacroix entra, accompagné d'un homme que Louise ne connaissait pas. « Ma fille, voici Charles Lefebvre, ex-associé de Théodore de Montaigne. Il a des histoires intéressantes à raconter. L'homme d'âge moyen, avec de profondes cernes, semblait porter un poids invisible. Mademoiselle Delacroix, j'ai travaillé avec Théodore pendant 15 ans. J'étais son bras droit jusqu'à ce que je découvre les fraudes. Lorsque j'ai menacé de le dénoncer, j'ai été licencié et poursuivi pour calomnie. J'ai tout perdu, y compris ma réputation. » Durant l'heure suivante, Charles détailla les stratagèmes, manipulations et fraudes qui faisaient partie du modus operandi des Montaigne. Le plus grave, le détournement d'argent d'une fondation caritative pour couvrir les déficits financiers de l'entreprise. « J'ai des preuves, » conclut-il. « Des documents, des enregistrements, des emails. Je suis prêt à témoigner. » Antoine posa la main sur l'épaule de Charles. « Et nous vous protégerons. Marina prépare déjà votre défense dans les procès intentés par Théodore. » Louise absorba tout, chaque révélation nourrissant sa détermination. « La prochaine étape est le dîner avec les investisseurs, demain soir, » dit-elle. « Richard a dit que ce serait juste une formalité avant l'annonce officielle du partenariat. »« Et tu es prête pour ça ?» demanda son père. Un sourire confiant apparut sur les lèvres de Louise. Plus que prête. La nuit suivante, le manoir des Montaigne à Neuilly-sur-Seine était illuminé pour accueillir les invités spéciaux. Ce n'était pas un événement social, mais un dîner d'affaires soigneusement orchestré. Théodore avait réuni 10 des investisseurs les plus influents de Paris, des hommes et des femmes qui pourraient sauver son empire en ruine s'il croyait à l'histoire qu'il avait préparée. Louise arriva volontairement avec 10 minutes de retard. Elle ne portait plus le discret bleu marine, mais un modèle rouge signé par un styliste renommé. Des bijoux discrets, mais visiblement chers, complétaient son allure. Ses cheveux, auparavant attachés en un simple chignon, tombaient maintenant en élégantes vagues sur ses épaules. Le murmure dans la pièce diminua lorsqu'elle entra. Richard, qui discutait nerveusement avec 2 investisseurs, faillit s'étouffer avec sa boisson. « Louise, tu es différente. Différemment bien, j'espère, » répondit-elle avec un sourire énigmatique, acceptant la coupe de champagne offerte par un serveur. Cécile de Montaigne s'approcha, son sourire forcé masquant à peine sa surprise. « Chérie, quelle robe intéressante. Je ne savais pas que tu appréciais la haute couture. »
Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, Cécile, répondit calmement Louise, observant la confusion dans les yeux de sa future belle-mère. Théodore prit rapidement le contrôle de la situation, guidant tout le monde vers la salle à manger décorée avec opulence. Louise fut placée stratégiquement entre deux des principaux investisseurs, tandis que Richard s'assit de l'autre côté de la table. « Avant de commencer, je voudrais remercier tout le monde de votre présence, » annonça Théodore, levant sa coupe. Ce dîner marque le début d'une nouvelle ère pour Montaigne Entreprises. Comme vous le savez, nous sommes sur le point d'annoncer un important partenariat stratégique, symbolisé également par l'union de notre famille avec la charmante Louise. Les investisseurs sourirent poliment, étudiant la fiancée avec un intérêt renouvelé après son entrée impressionnante. « Et que faites-vous, mademoiselle Louise ?» demanda Albert Dupont, l'un des investisseurs les plus influents. Avant que Richard ou Théodore ne puissent intervenir, elle répondit avec naturel. « Je suis professeur, monsieur Dupont. J'enseigne dans une école publique de la banlieue Est. »« Professeur ?» répéta-t-il surpris. « C'est inhabituel pour la fiancée d'un de Montaigne. »« La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ?» répondit-elle, avant d'ajouter. « Au fait, connaissez-vous mon père, Antoine Delacroix ?» Le silence qui s'ensuivit fut presque palpable. Albert Dupont cligna des yeux à plusieurs reprises, comme s'il tentait de traiter l'information. De l'autre côté de la table, Théodore se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Antoine Delacroix de Delacroix. Investissement ?» demanda un autre investisseur, se penchant en avant. « Lui-même, » confirma Louise, prenant une gorgée de vin tranquillement. « J'ai dû oublier de mentionner mon nom de famille complet. C'est Louise Rivière Delacroix. » Les regards se tournèrent instantanément vers Théodore, dont le visage avait perdu toute couleur. Richard semblait également abasourdi, regardant de son père à sa fiancée, essayant de comprendre ce qui se passait. « Je crois que mon fiancé et mon futur beau-père ont oublié de vérifier ce petit détail avant de planifier notre avenir ensemble, » continua Louise, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Albert Dupont, percevant les implications, regarda Théodore avec méfiance. « Théodore, vous n'avez pas mentionné cette connexion. »« Nous, » balbutia Théodore, essayant de reprendre le contrôle. « Bien sûr que nous savions. Nous avons simplement gardé la discrétion à la demande d'Antoine lui-même. »« Intéressant, » commenta Louise. « Mon père sera surpris d'apprendre cela, étant donné qu'il n'a appris mes fiançailles qu'il y a une semaine, quand je les lui ai moi-même annoncées. » La tension était palpable. Cécile, essayant de sauver la situation, força un rire. Quel charmant malentendu. Encore du vin, quelqu'un? Mais les investisseurs échangeaient déjà des regards significatifs. La crédibilité de Théodore était remise en question, et tout cela était assez intelligent pour percevoir que quelque chose n'allait pas du tout. « En fait, » continua Louise, « papa était tellement intéressé par nos fiançailles qu'il a demandé à analyser personnellement l'accord de partenariat proposé. Il a mentionné quelque chose à propos de clauses cachées et d'obligations non divulguées. Je suis sûr que ce n'est qu'un excès de zèle paternel. » Richard, retrouvant enfin sa voix, tenta d'intervenir. « Louise, peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé, chérie. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle innocemment. « Ne sommes-nous pas tous ici pour discuter de l'avenir des affaires de la famille de Montaigne? L'avenir qui serait lié à notre mariage et à l'investissement de 10 millions de mon père. » La mention du montant spécifique aiguisa encore plus les regards des investisseurs. Théodore tenta une dernière manœuvre désespérée. « Messieurs, mesdames, je propose que nous passions à la bibliothèque pour des discussions plus détaillées sur le partenariat. Louise, ma chère, je suis sûr que vous préférez rester avec Cécile et les autres dames pour parler de sujets plus légers. » Louise sourit, se levant gracieusement. « En fait, Théodore, j'insiste pour participer. Après tout, selon les documents préliminaires que j'ai reçus accidentellement par email, je serai l'une des signataires de l'accord, n'est-ce pas ?» L'un des investisseurs fronça les sourcils, se tournant vers Théodore. La fiancée serait signataire? Pourquoi? L'Empire Montaigne s'effondrait à chaque minute. La réunion dans la bibliothèque fut tendue, avec des questions directes auxquelles Théodore tentait désespérément d'échapper. Louise resta calme, offrant des éclaircissements ponctuels qui ne faisaient qu'approfondir la méfiance. Quand la nuit prit fin, les investisseurs partirent avec des expressions graves, des promesses vagues de reconsidérer la proposition et des poignées de main froides. Le message était clair, l'accord était mort avant même d'être né. Dans le vaste hall d'entrée,
tandis que les derniers invités partaient, Richard confronta finalement Louise, loin des oreilles des autres. « Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang » siffla-t-il, lui serrant le bras avec force. « Tu as tout ruiné !» Louise retira sa main calmement, mais avec fermeté. « Ruiné ? Ou simplement révéler la vérité ? Dis-moi, Richard, quand comptais-tu me dire que notre mariage n'était qu'une affaire ? Un accord de 10 millions pour sauver l'entreprise en faillite de ton père ? » Son expression passa de la colère à la surprise, puis à un calcul rapide. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'aime, Louise. C'est absurde. »« Épargne-nous cette scène, Richard, » l'interrompit-elle. « J'ai entendu ton père dans le bureau pendant le dîner de fiançailles. Je sais tout. Les dettes, les procès, le plan pour utiliser la fille d'Antoine Delacroix comme appât pour un accord millionnaire. » Son visage pâlit complètement. « Tu savais tout le temps ?»« Pas tout le temps. Juste assez pour comprendre le jeu et changer les règles. » Théodore surgit derrière son fils, le visage tordu par une fureur contenue. « Tu as une idée de ce que tu as fait cette nuit. Des années de planification ruinées. » Louise sourit, imperturbable. « Quel dommage. Peut-être que la prochaine fois, vous vérifierez mieux qui vous manipulez. »« Ça ne finit pas là, » menaça Théodore, s'approchant. « Tu n'as aucune idée de qui tu affrontes. »« Au contraire, » répondit-elle, se dirigeant vers la porte. « C'est vous qui n'aviez aucune idée de qui vous affrontiez. » Avant de partir, elle se retourna une dernière fois, retirant l'anneau de fiançailles et le posant sur une table d'appoint. « Ah, et les fiançailles sont officiellement annulées. Vous pouvez chercher une autre petite professeure naïve pour vos combines. » Tandis que le chauffeur envoyé par son père l'attendait sur le trottoir, Louise sentit le poids des derniers jours l'atteindre enfin. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit commencèrent à couler silencieusement. Non pas de tristesse pour la relation perdue, elle réalisait maintenant qu'il n'y avait jamais eu d'amour véritable, mais par la violence de la déception, par le temps gaspillé dans un mensonge élaboré. Dans la voiture, un message de son père l'attendait sur son portable. « Les investisseurs appellent déjà. Le château de cartes a commencé à s'effondrer. Fière de toi, ma fille. » Louise regarda par la fenêtre tandis que le chauffeur traversait la ville illuminée. La bataille avait commencé, mais la guerre n'était pas encore gagnée. Connaissant Théodore de Montaigne, il tenterait un dernier coup de dé désespéré. Et elle devait être prête. 2 semaines après le désastreux dîner au manoir des Montaigne, Paris frémissait de rumeurs. Dans les couloirs du marché financier, on murmurait l'effondrement imminent de l'empire de Théodore. Les investisseurs retiraient discrètement leur soutien, les actions chutaient, et les créanciers commençaient à faire pression pour des paiements anticipés. Au siège de Delacroix Investissement, Louise analysait les rapports avec son père. « Ils sont désespérés », commenta Antoine. « Théodore a déjà tenté de contacter 3 intermédiaires différents pour rouvrir les négociations. » Louise acquiesça, feuilletant les documents. « Et qu'as-tu répondu ? » « Que toute discussion devrait d'abord passer par ma fille, » répondit-il avec un sourire. Apparemment, cela a mis fin à la conversation. Le téléphone de Louise vibra. C'était un message de Laure de Montaigne. « Nous devons parler. C'est important. Café de la paix, 16h aujourd'hui ? La sœur de Richard veut me rencontrer, » dit-elle, montrant le message à son père. « Cela pourrait être un piège, ou cela pourrait être une fissure dans la façade de la famille parfaite, » répondit Louise. « Je vais le découvrir. » Le Café de la Paix, dans le 8e arrondissement, était un endroit discret, fréquenté par l'élite parisienne. Quand Louise arriva, Laure l'attendait déjà, visiblement mal à l'aise, faisant tourner nerveusement sa tasse de café entre ses mains. « Merci d'être venue, » dit Laure, sans le dédain habituel dans la voix. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ton temps, après tout. » Louise s'assit, gardant une expression neutre. « Que veux-tu, Laure ?»« D'abord, m'excuser, » répondit-elle. Surprenant Louise, « Je ne savais pas. Je ne savais pas le plan de mon père. L'accord, l'argent, t'utilisais de cette façon. Mais tu savais que ton frère ne m'aimait pas vraiment, » rétorqua Louise. « Tu savais que c'était un mariage de convenance. » Laure baissa les yeux. « Oui, Richard a toujours été pratique dans ses relations. Mais je jure que je ne savais pas qu'il s'agissait de manipuler la fille d'Antoine Delacroix. C'était l'idée de mon père. » Louise observa la femme en face d'elle. Laure semblait avoir vieilli de plusieurs années ces dernières semaines. Les cernes profondes et l'absence de l'air arrogant habituel révélaient une personne différente. « Pourquoi me racontes-tu ça maintenant ?» Laure respira profondément. « Parce qu'ils ne s'arrêteront pas.
Mon père prépare quelque chose pour l'événement caritatif de la Fondation Montaigne, demain soir. La Fondation Montaigne pour l'éducation et la culture était le projet de relations publiques le plus important de la famille. Une façade philanthropique qui garantissait une bonne image et des déductions fiscales généreuses. Quel genre de choses? Je ne connais pas les détails exacts, mais cela implique de vous discréditer, vous et votre père, publiquement. Ils ont réussi à convaincre quelques journalistes de publier une histoire sur la façon dont vous auriez manipulé le marché pour faire chuter les actions de notre entreprise. C'est un mensonge, bien sûr, mais cela peut causer des dommages, compléta Louise, traitant l'information. Exact, et il y a plus. Mon père a invité les plus grands noms du marché financier et des médias à l'événement. Ce sera un spectacle public. Louise étudie alors un instant. Pourquoi me racontes-tu ça? Pourquoi trahir ta propre famille? Laure esquissa un sourire triste. Parce que je suis fatiguée, Louise. Fatiguée des mensonges, des combines, des manipulations. J'ai grandi en regardant mon père détruire des gens pour obtenir ce qu'il voulait. J'ai vu ma mère se transformer en une mondaine vide pour compenser son mariage malheureux. J'ai vu mon frère devenir une copie de notre père. Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. Et peut-être que j'essaie de sauver un peu de mon âme avant qu'il ne soit trop tard. Le silence plana entre elles pendant quelques instants. « Merci pour l'avertissement », dit finalement Louise. « Je serai prête. » Quand elle quitta le café, Louise appela immédiatement son père. L'événement caritatif venait de se transformer en champ de bataille, et elle devait planifier sa stratégie finale. La nuit suivante, l'Opéra Garnier de Paris resplendissait. L'élite sociale, politique et économique de la ville s'était réunie pour le gala annuel de la Fondation Montaigne. Journalistes, photographes et influenceurs documentaient chaque détail de l'événement qui, cette année-là, promettait d'être mémorable. Théodore de Montaigne, impeccable dans son smoking, accueillait les invités avec la confiance de celui qui n'affrontait pas la ruine imminente. À ses côtés, Cécile affichait un sourire figé et des bijoux peut-être pour la dernière fois. Richard circulait parmi les puissants, murmurant des assurances sur la santé financière de l'entreprise familiale. « Elle ne viendra pas », dit Cécile à Richard, regardant nerveusement l'entrée. « Après ce fiasco au dîner, elle viendra », l'interrompit Théodore avec détermination. « Antoine Delacroix ne résistera pas à l'occasion de montrer sa force, et quand ils viendront, nous serons prêts. » Comme invoqué par les mots, une agitation à l'entrée attira l'attention de tous. Antoine Delacroix était arrivé, imposant dans son costume sombre, et à ses côtés, éblouissante dans une robe dorée, Louise entra dans le salon comme une reine. Tandis qu'il marchait parmi les invités, il était impossible de ne pas remarquer comment tous s'éloignaient de Théodore pour saluer Antoine. Les sourires, les poignées de main chaleureuses, les murmures respectueux, tout ce qui était auparavant dirigé vers les Montaigne appartenait maintenant aux Delacroix. « Le couple parfait vient d'arriver », murmura Théodore à Richard. « Commençons le spectacle. » Richard acquiesça, se dirigeant vers la scène où un microphone l'attendait. Avec un tintement de coupe, il attira l'attention des présents. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala annuel de la Fondation Montaigne. Cette soirée est spéciale non seulement pour les causes que nous soutenons, mais aussi parce que nous avons d'importantes annonces. » Les invités s'approchèrent, anticipant les nouveautés. Louise observait attentivement, notant les journalistes stratégiquement positionnés, les caméras prêtes. Laure avait dit la vérité. C'était un piège. Auparavant, cependant, je voudrais inviter sur scène quelqu'un qui est récemment devenu une partie importante de l'histoire de notre famille, continua Richard. Louise Rivière Delacroix, nous feriez-vous l'honneur? Un murmure parcourut le salon. Tous savaient des fiançailles annulées, des rumeurs de crise chez Montaigne Entreprises. Que signifiait cette invitation? Louise échangea un regard avec son père, qui acquiesça presque imperceptiblement. D'un pas ferme, elle monta sur scène, son sourire poli ne révélant aucune émotion. « Merci, Richard, » dit-elle au microphone. « J'avoue que je suis surprise par l'invitation. » Richard sourit, ce sourire répété qu'elle reconnaissait maintenant comme faux. Comme tout le monde le sait, Louise et moi étions fiancés jusqu'à récemment. Ce que peu de gens savent, c'est la véritable raison de la rupture. Il fit une pause dramatique. Et je pense que les présents méritent de connaître la vérité. Théodore observait depuis le premier rang, le sourire confiant de celui qui croyait avoir le contrôle de la situation. À ses côtés, un homme en costume gris, que Louise reconnut comme l'éditeur d'un important journal économique, prenait des notes. « La vérité, Richard ?»
demanda Louise avec calme, interrompant ce qui serait certainement le début d'un récit soigneusement fabriqué. « Es-tu sûr de vouloir prendre cette voie ?» Quelque chose dans la fermeté de sa voix fit hésiter Richard brièvement, mais il retrouva vite son sang-froid. « Absolument. La transparence est une valeur fondamentale pour la famille de Montaigne. » Louise sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Transparence. Quel mot intéressant à utiliser en ce moment. » Elle se tourna vers l'audience. « Puisque nous parlons de transparence, il est peut-être temps de clarifier certaines choses pour toutes les personnes présentes. » Avant que Richard ne puisse intervenir, elle sortit son téléphone de sa poche et activa le haut-parleur composant un numéro. « Papa, tu m'entends ?» La voix d'Antoine Delacroix résonna dans le salon, bien qu'il fût à quelques mètres de là, observant tout. « Fort et clair, ma fille. Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier pour toutes les personnes présentes la véritable nature de l'accord de 10 millions que la famille de Montaigne a tenté de conclure avec vous en utilisant nos fausses fiançailles comme garantie. » Un silence sépulcral tomba sur le salon. Richard pâlit. Théodore se leva brusquement, mais il était trop tard. « Avec plaisir, » répondit Antoine, sa voix amplifiée par le système de sonorisation. « Il y a environ 3 semaines, nous avons découvert que les fiançailles de ma fille avec Richard de Montaigne n'étaient qu'une stratégie pour accéder à 10 millions d'euros de Delacroix Investissement, sans lesquels Montaigne Entreprises s'effondrerait en raison des dettes accumulées et des procès en cours. Les flashs des appareils photo crépitaient continuellement. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Le public assistait, attonito, à l'effondrement public de l'une des familles les plus traditionnelles de Paris. De plus, continua Antoine, nos avocats ont découvert de graves irrégularités dans la gestion de la Fondation Montaigne elle-même, dont les fonds auraient été détournés pour couvrir les déficits financiers de l'entreprise. Cécile laissa échapper un petit cri. Laure, dans un coin du salon, observait tout avec une expression résignée. Louise reprit le contrôle de la situation. En d'autres termes, mesdames et messieurs, vous participez à un événement caritatif d'une fondation qui, ironiquement, a été victime de détournement de fonds par ses propres administrateurs. Elle fit une pause, regardant directement Théodore. Suffisamment de transparence pour vous ou préférez-vous que nous continuions? Richard, percevant le désastre complet, tenta de lui arracher le microphone des mains, mais Louise s'éloigna avec élégance. « Ne me touchez pas, dit-elle, ferme mais calme. Vous avez déjà causé suffisamment de dégâts. » Théodore réussit finalement à atteindre la scène, le visage tordu en un masque de fureur et de désespoir. « C'est de la calomnie !» cria-t-il, essayant de prendre le microphone. « Tout est mensonge. Nous avons des preuves de manipulation de marché de la part des Delacroix. »« Vos preuves fabriquées ?» rétorqua Louise. « Celles que vous avez payées pour que des journalistes les publient ?» Elle se tourna vers l'homme en costume gris. « N'est-ce pas, monsieur Dubois ?» L'éditeur du journal, se sentant exposé, recula discrètement vers la sortie. Louise se tourna de nouveau vers l'audience. « Nous avons toute la documentation. Email, enregistrement, témoins. Ils sont remis en ce moment à l'autorité des marchés financiers et au parquet. » Un brouhaha croissant envahissait le salon. Les investisseurs consultaient leur téléphone, vérifiant la chute vertigineuse des actions de Montaigne Entreprises qui se produisait en temps réel. Les invités se retiraient discrètement, évitant toute association avec le scandale imminent. Théodore, comprenant finalement l'ampleur du désastre, abandonna ses prétentions. « Tu ne sais pas ce que tu as fait, » siffla-t-il à Louise, loin du microphone. « Tu viens de détruire une institution centenaire, des centaines d'emplois, l'avenir de ma famille. » Louise le fixa avec fermeté. « Non, Théodore. Vous avez détruit tout cela lorsque vous avez décidé de construire votre empire sur des mensonges et des manipulations. J'ai juste laissé la vérité éclater. » Tandis que les agents de sécurité du théâtre s'approchaient pour contenir la situation de plus en plus tendue, Louise descendit de scène avec dignité, rejoignant son père. « On y va ?» demanda Antoine. « Pas encore, » répondit-elle, regardant le fond du salon où une silhouette solitaire attendait. « J'ai une autre affaire à régler. » Traversant le salon agité, Louise s'approcha de Laure, qui l'observait avec un mélange d'admiration et de désespoir. « Merci pour l'avertissement, » dit Louise. « Cela a fait la différence. »« Et maintenant ?» demanda Laure, la voix presque un murmure. « Que nous arrive-t-il » Louise étudia la femme un instant. Il y avait de la sincérité dans son repentir, une véritable chance de rédemption. « Ceci, » répondit-elle, tendant une carte à Laure, « est ce qui se passe ensuite.
si vous voulez vraiment changer. Laure regarda la carte. Institut Rivière de la Croix pour l'éducation transformative. Entretien, lundi, 10 heures. Quand ils quittèrent l'Opéra Garnier, Louise et Antoine furent accueillis par une foule de journalistes. Les flashs éclataient, les questions se superposaient. Au milieu du chaos, Louise remarqua un homme qui l'observait à distance. Ce n'était ni un journaliste, ni un invité de l'événement. Paul Mercier, le directeur de l'école où elle enseignait, souriait discrètement, acquiesçant en signe d'approbation silencieuse avant de disparaître dans la foule. Ce petit geste, au milieu du tumulte, apporta à Louise la première sensation de paix véritable depuis des semaines. La guerre était terminée, et étonnamment, tous avaient perdu quelque chose, mais avaient aussi gagné une chance de recommencer avec plus de sagesse et moins d'arrogance. Le lendemain matin de l'événement caritatif apporta des titres explosifs. L'Empire Montaigne s'effondre dans un scandale public. Fraude millionnaire exposée par une professeure. Fondation caritative servait de façade pour le détournement de fonds. Les téléphones ne cessaient de sonner, et les réseaux sociaux fourmillaient d'opinions, de vidéos de l'affrontement et d'analyses économiques de l'impact sur le marché. Louise observait tout depuis son bureau au siège de Delacroix Investissement. Un bureau qu'elle n'avait jamais occupé auparavant, bien qu'elle ait son nom sur la porte depuis des années. Elle avait toujours préféré la vie simple de professeur, loin des jeux de pouvoir du monde corporatif. Maintenant, cependant, elle réalisait qu'elle devait prendre sa place, non pour se venger, mais pour reconstruire ce qui avait été détruit. Les actions de Montaigne ont chuté de 78%, informa Sophie, entrant dans le bureau avec une pile de journaux. L'AMF a suspendu les négociations et ouvert une enquête formelle. Théodore est convoqué pour témoigner demain. Et les employés ? Demanda Louise, sa principale préoccupation depuis le début. Ce sont plus de 500 familles affectées, répondit Sophie. La plupart reçoivent déjà des notifications de licenciement. Les filiales sont vendues à prix cassé pour couvrir les dettes immédiates. Louise soupira. La justice avait un prix élevé, souvent payé par les innocents. Nous devons faire quelque chose pour ces gens. Ton père est déjà en charge de ça, dit Sophie. Il a mobilisé l'équipe juridique pour garantir que tous les droits du travail soient respectés, et il négocie l'achat de 2 filiales pour maintenir les emplois. L'interphone sonna. C'était la secrétaire. « Mademoiselle Delacroix, Laure de Montaigne est ici, sans rendez-vous ?» Louise échangea un regard avec Sophie. « Faites-la entrer. » Laure entra hésitante, une ombre de la femme arrogante d'avant. Elle portait des vêtements simples, sans les bijoux ostentatoires, et affichait une expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Je sais que je n'ai pas de rendez-vous, » dit-elle, « et je comprendrai si tu ne veux pas me recevoir. »« Assieds-toi alors » invita Louise, indiquant la chaise en face d'elle. « Sophie, pourrais-tu nous laisser seuls ?» Quand elles furent seules, un silence inconfortable plana pendant quelques secondes. « J'ai vu les journaux, » commença Laure. « C'est pire que ce que j'imaginais. Ton père a fait des choix dangereux pendant longtemps, » répondit Louise. Ce n'était qu'une question de temps avant que les conséquences n'arrivent. Laure acquiesça, les yeux fixés sur ses propres mains. « Mon père a fait une crise nerveuse hier soir. Il est sous soins médicaux. Ma mère est sous sédatif. Richard a disparu, emportant ce qui restait sur les comptes offshore. » Elle leva les yeux embués. « En 24 heures, j'ai tout perdu. Famille, statut, argent, même l'appartement où je vis, qui est hypothéqué. » Louise absorba l'information en silence. Elle ne ressentait aucune joie face à la souffrance d'autrui, seulement la conscience que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. « Je suis désolée pour ta mère et pour toi, » dit-elle sincèrement. « Quant à ton frère, Richard a toujours été comme mon père, » compléta Laure avec amertume. « Il n'a pensé qu'à lui-même. » « Pourquoi es-tu venue ici aujourd'hui, Laure ?» La femme respira profondément, rassemblant son courage. « Je suis venue à cause de ça, » dit-elle, posant la carte que Louise lui avait donnée sur la table. « L'Institut, tu as mentionné un entretien. » Louise se pencha en avant, l'étudiant avec attention. « L'Institut Rivière de la Croix pour l'éducation transformative n'existe pas encore officiellement, Laure. C'est un projet que je développe depuis des années, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le mettre en œuvre. Des écoles gratuites dans des zones défavorisées, des programmes de formation professionnelle, des bourses d'études. Et quel serait mon rôle là-dedans? Ça dépend de toi. Quelles compétences as-tu? Que sais-tu faire à part fréquenter des événements sociaux et dépenser de l'argent? » Laure rougit à la franchise mais ne recula pas.
J'ai une formation en administration, bien que je n'ai jamais exercé. Je parle 3 langues. Et elle hésita. J'ai toujours été doué avec les chiffres et l'organisation. Gestion financière, alors, conclut Louise. Tu commencerais comme assistante avec un salaire compatible avec le marché, ni plus, ni moins. Sans privilèges, sans raccourcis. J'accepte, répondit Laure sans hésitation. Je demande juste une chance de prouver que je peux être meilleur que je ne l'ai été. Louise acquiesça, se levant et lui tendant la main. Lundi, 9 heures. Ne sois pas en retard. Quand Laure sortit, Antoine Delacroix entra, ayant attendu discrètement dans le couloir. « Tu es sûre de ça, ma fille ?» demanda-t-il inquiet. « Faire confiance à une de Montaigne après tout ça ?» Louise sourit légèrement. « Je ne fais pas encore confiance, papa, mais je crois aux secondes chances. Laure a toujours été victime de l'environnement dans lequel elle a grandi. Maintenant, elle a l'opportunité de choisir une voie différente. » Antoine acquiesça, fier de la sagesse de sa fille. « Et toi, vas-tu retourner enseigner ?» La question plana dans l'air, chargée de signification. Louise regarda par la large fenêtre la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon, pensive. « Oui et non. Je vais partager mon temps entre l'institut et l'école. Je ne peux pas abandonner mes élèves, mais je ne peux pas non plus ignorer la responsabilité que j'ai maintenant. » 2 semaines plus tard, dans une salle de réunion de Delacroix Investissement, Louise présentait le projet de l'Institut à un groupe sélect de partenaires potentiels. Entre graphiques, projections et études d'impact social, elle expliquait la vision d'une éducation transformatrice qui pourrait briser les cycles de pauvreté et d'inégalité. L'investissement initial sera de 20 millions, conclut-elle, le double du montant qui aurait été utilisé pour sauver une entreprise en faillite. Mais contrairement à cet accord, celui-ci ne repose pas sur des mensonges, mais sur la possibilité réelle de changer des vies. Parmi les présents, beaucoup étaient d'anciens investisseurs de Montaigne Entreprises, désormais désireux d'associer leur nom à des projets ayant un réel impact social. Le scandale avait créé une vague de sensibilisation à la responsabilité d'entreprise que Louise canalisait habilement vers sa cause. Laure, assise discrètement au fond de la salle, observait tout avec admiration. Au cours des 2 semaines passées à travailler avec Louise, elle avait découvert une nouvelle version d'elle-même, plus capable, plus utile, plus vraie. Le travail était épuisant, sans les luxes auxquels elle était habituée, mais il apportait une satisfaction qu'elle n'avait jamais ressentie. Quand la réunion se termina, avec des engagements fermes qui garantiraient le lancement de l'Institut, Paul Mercier, le directeur de l'école où Louise enseignait, s'approcha. Invité spécialement pour la présentation, il représentait le pont entre les 2 mondes de Louise. « Impressionnant », commenta-t-il, tandis que les autres participants se retiraient. « Tu as réussi à transformer une situation terrible en quelque chose d'extraordinairement positif. » Louise sourit, ressentant une étrange timidité qu'elle n'avait jamais éprouvée avec Richard ou d'autres hommes. Paul était différent, authentique, sans jeu de pouvoir ni arrière-pensée. « Merci d'être venu, Paul. Ton opinion compte beaucoup pour moi. »« Les élèves te manquent, » dit-il, « bien qu'ils comprennent que tu fais quelque chose d'important. Je reprends les cours la semaine prochaine, » assura-t-elle. « Seulement 2 jours par semaine, mais je ne pourrai pas rester loin de la salle de classe. » Ils discutèrent encore quelques minutes de l'école, des élèves, et de l'impact que l'Institut pourrait avoir sur la communauté. Il y avait une facilité dans la conversation, une harmonie que Louise n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Aimerais-tu prendre un café un de ces jours ?» demanda-t-il, la surprenant. « Pour discuter de possibles partenariats entre l'école et l'Institut, bien sûr. »« Bien sûr, » répondit-elle, percevant qu'ils savaient tous deux que ce ne serait pas seulement à propos de partenariats institutionnels. « J'adorerais. » Tandis que Paul prenait congé, Laure s'approcha avec un dossier de documents. « Les contrats préliminaires pour le terrain à Saint-Denis, » dit-elle. « Quels les plans architecturaux pour révision ?»« Merci, Laure, » répondit Louise, notant comment son ex-belle-sœur travaillait avec efficacité et sans plainte, même pour des tâches qu'elle aurait auparavant considérées indignes. « Comment vont tes parents ?» Le visage de Laure s'assombrit brièvement. « Mon père sera inculpé demain. Les avocats négocient un accord de plaidé coupable. Ma mère va mieux, s'adaptant à la nouvelle réalité. Nous avons dû presque tout vendre, mais nous avons réussi à garder un petit appartement où elle peut vivre dignement. » « Et Richard ?» Louise hésita à demander, mais la curiosité l'emporta. Personne ne sait avec certitude. Il y a des rumeurs selon lesquelles il est en Asie, essayant de reconstruire une sorte d'entreprise.
D'autres disent que l'argent s'est épuisé plus vite qu'il ne l'espérait. Laure regarda directement Louise. « Il t'a recontacté ?»« Pas depuis cet appel, il y a 6 mois. » Un silence confortable s'installa entre les deux femmes, chacune perdue dans ses propres pensées sur la façon dont la vie avait changé radicalement. Pour Louise, la trahison qui aurait pu la détruire s'était transformée en catalyseur pour réaliser le rêve qu'elle avait toujours nourri. Pour Laure, la chute de l'empire familial avait été, ironiquement, sa libération d'une vie d'apparence. Cette nuit-là, dans son appartement, le même appartement simple qu'elle avait conservé depuis qu'elle avait commencé à enseigner, Louise contemplait les changements des dernières semaines, les fausses fiançailles, la trahison, le scandale public, et maintenant la naissance d'un projet qui pourrait transformer des centaines de vies. Son téléphone sonna. C'était Richard. Après le scandale, il s'était enfui à l'étranger, utilisant l'argent détourné. Louise hésita, mais répondit. « Que veux-tu, Richard ? Juste comprendre, » répondit-il, la voix abattue. « Pourquoi n'as-tu pas accepté l'argent ? Nous aurions pu faire fonctionner les choses, toi et moi. Nous aurions tout eu. » Louise respira profondément, percevant qu'il ne comprendrait jamais. « Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, Richard. L'intégrité, le but, l'amour véritable. »« L'amour véritable » répéta-t-il avec amertume. « Tu y crois vraiment, de plus en plus ?» répondit-elle, pensant à Paul, aux possibilités qui s'ouvraient. « Et j'espère qu'un jour tu découvriras aussi qu'il y a plus dans la vie que des accords et des apparences. » Quand elle raccrocha, Louise ne ressentit ni colère ni ressentiment. Juste une certitude tranquille d'avoir choisi le bon chemin. L'argent qu'elle avait refusé dans cet accord serait maintenant transformé en éducation, en opportunité et en véritable changement social. Regardant la ville illuminée par la fenêtre, elle pensa à son père, à Laure, à Paul, à ses élèves. Des personnes réelles, des connexions authentiques. La vraie valeur des choses ne se trouvait pas dans les zéros d'un compte bancaire ou le statut d'un nom de famille, mais dans la capacité à faire la différence, à vivre avec un but. Le téléphone sonna de nouveau. C'était Paul. « Désolé d'appeler si tard, » dit-il, « mais j'ai eu une idée pour le programme de lecture que nous pourrions mettre en œuvre à l'Institut. » Louise sourit, s'asseyant confortablement pour écouter. Cet appel, oui, valait la peine d'être pris, sans agenda caché, sans manipulation, juste la possibilité réelle de construire quelque chose de significatif. Et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit complètement en paix avec ses choix. 6 mois s'étaient écoulés depuis le scandale qui avait ébranlé l'élite parisienne. L'automne colorait les arbres de l'avenue des Champs-Élysées, tandis que Louise marchait en direction du terrain dans le quartier de Saint-Denis, en banlieue nord. À ses côtés, ingénieurs et architectes discutaient des derniers détails de la construction qui prenait forme. Le premier campus de l'Institut Rivière-de-la-Croix. « Les salles de classe du bloc nord seront prêtes dans 2 semaines, » informait l'ingénieur en chef, consultant sa tablette numérique. « Les laboratoires de sciences auront besoin de plus de temps, en raison de l'équipement spécialisé. » Louise acquiesça, observant les ouvriers qui travaillaient inlassablement. Le projet, ambitieux dans sa conception, avait pris vie avec une vitesse surprenante. Là où il y avait auparavant un terrain abandonné, s'élevait maintenant une structure moderne, durable et accueillante. « Mademoiselle Delacroix » appela Laure, s'approchant avec un dossier de documents. Au cours des derniers mois, son ex-belle-sœur s'était avérée être un atout inattendu pour l'Institut, apportant efficacité et un regard critique au processus administratif. Les contrats avec les fournisseurs de matériel didactique ont été finalisés. Nous avons réussi à négocier une réduction supplémentaire de 15%. « Excellent travail », complimenta Louise sincèrement. Laure sourit, un sourire authentique qui les surprenait encore toutes les deux. La transformation de la mondaine gâtée en une professionnelle compétente et dévouée était l'une des histoires de rédemption que l'Institut produisait déjà, avant même d'ouvrir officiellement ses portes. « Et les entretiens avec les professeurs ?» demanda Louise, tandis qu'il marchait sur le chantier. « Nous avons terminé hier. Paul compile les évaluations finales, mais nous avons déjà d'excellents candidats pour toutes les disciplines. » La mention du nom de Paul apporta un sourire involontaire aux lèvres de Louise. Au cours des derniers mois, la relation entre eux avait évolué d'une admiration professionnelle mutuelle vers quelque chose de plus profond. Sans précipitation, sans jeu, sans arrière-pensée, juste 2 éducateurs passionnés par le potentiel transformateur de la connaissance, découvrant progressivement qu'ils partageaient bien plus que des idéaux pédagogiques.
Il viendra à la réunion avec le ministère de l'Éducation cet après-midi » demanda Laure, remarquant le sourire. « Oui, nous allons présenter la proposition de partenariat ensemble », confirma Louise, consultant sa montre. « En fait, nous devrions retourner au bureau. Je ne veux pas être en retard. » Sur le chemin du retour, le chauffeur dut faire un détour en raison de travaux sur l'avenue principale. L'itinéraire alternatif passait justement par le quartier du Marais, où se trouvait l'ancien manoir des Montaigne. Louise ne put s'empêcher de regarder lorsqu'ils passèrent devant la propriété. Un panneau « Vendu » se détachait sur l'imposant portail. Selon les nouvelles, le manoir avait été acquis par un entrepreneur du secteur technologique, après des mois sur le marché pour une valeur bien inférieure à l'original. « C'est étrange », commenta Laure, suivant le regard de Louise. « J'ai grandi dans cette maison, mais je ne ressens aucune nostalgie. C'était un bel endroit, mais ce n'a jamais vraiment été un foyer. »« Comment vont tes parents ?» demanda Louise délicatement. Laure soupira, réorganisant les documents dans son dossier. « Mon père a accepté l'accord de délation. Il a livré des noms importants, des détails de stratagèmes financiers. Il purgera 3 ans en régime de semi-liberté, plus des services communautaires. » Elle fit une pause avant de continuer. « Ma mère va étonnamment bien. Elle a vendu tous ses bijoux. Elle vit dans un petit appartement simple dans le 15e arrondissement et, croyez-le ou non, elle a commencé à travailler comme consultante en mode pour un grand magasin. »« Et Richard ?» Louise hésita à demander, mais la curiosité l'emporta. Personne ne sait avec certitude. Il y a des rumeurs selon lesquelles il est en Asie, essayant de reconstruire une sorte d'entreprise. D'autres disent que l'argent s'est épuisé plus vite qu'il ne l'espérait. Laure regarda directement Louise. « Il t'a recontacté ?» Pas depuis cet appel il y a 6 mois. Un silence confortable s'installa entre les deux femmes, chacune perdue dans ses propres pensées, sur la façon dont la vie avait changé radicalement. Pour Louise, la trahison qui aurait pu la détruire s'était transformée en catalyseur pour réaliser le rêve qu'elle avait toujours nourri. Pour Laure, la chute de l'empire familial avait été, ironiquement, sa libération d'une vie d'apparence. Au siège de l'Institut, installé temporairement sur 2 étages du bâtiment de Delacroix Investissement, l'agitation était constante. De jeunes professionnels de divers domaines travaillaient sur des projets pédagogiques, des stratégies d'inclusion sociale, des programmes de bourse et des partenariats avec des entreprises pour garantir des opportunités de stage aux futurs diplômés. En entrant, Louise fut immédiatement abordée par Jeanne, la coordinatrice pédagogique nouvellement embauchée. « Louise, nous avons un problème avec le programme de sciences. L'approche que nous avons planifiée pour l'enseignement primaire rencontre une résistance de la part de certains spécialistes traditionnels. » « Quel genre de résistance ? » ?»« Ils allèguent que notre méthode est trop expérimentale, qu'elle privilégie la pratique sur la théorie, expliqua Jeanne, visiblement frustrée, comme si les adolescents des zones défavorisées avaient des besoins de plus de théorie abstraite sans application réelle dans leur vie. Louise sourit, reconnaissant le même feu qu'elle ressentait elle-même lorsqu'elle affrontait des résistances à sa méthode d'enseignement à l'école publique. « Organise une réunion avec ces spécialistes », instruisit-elle. « Nous allons leur montrer les données des écoles pilotes qui ont déjà mis en œuvre des méthodologies similaires, et invite quelques-uns de mes anciens élèves pour qu'ils parlent de la façon dont l'approche pratique a changé leur relation avec la science. » Jeanne acquiesça, admirée par la capacité de Louise à transformer les obstacles en opportunités de dialogue. Plus tard, ce jour-là, après la réunion réussie avec des représentants du ministère de l'Éducation, Louise et Paul marchaient dans le jardin du Luxembourg, profitant de la fin d'après-midi ensoleillée. « Tu as été brillante lors de la présentation », la complimenta-t-il tandis qu'ils contournaient le lac. « La secrétaire adjointe a pratiquement garanti le partenariat. »« Nous avons été brillants », corrigea Louise. « Ton explication sur la méthodologie d'évaluation continue est ce qui a scellé l'accord. » Paul sourit, lui prenant la main tandis qu'il marchait. C'était un geste simple, mais chargé de signification pour tous les deux. Après l'expérience traumatisante avec Richard, Louise était devenue prudente avec les relations et Paul respectait cet espace. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» demanda-t-il, s'arrêtant pour la regarder. « Comment tu as transformé une situation qui aurait pu te rendre amère et vengeresse en quelque chose qui bénéficiera à tant de personnes. »« Je n'ai pas fait ça seule, » répondit-elle honnêtement. « Mon père, toi, même Laure, tous ont été essentiels. Oui, mais la vision est tienne, Louise. Elle l'a toujours été. Même avant le scandale, tu rêvais déjà de cet institut.
La différence est que, maintenant, tu as les ressources et la plateforme pour le réaliser. » Elle y réfléchit, reconnaissant la vérité dans ses mots. L'argent et le pouvoir, outils que les Montaigne avaient tenté d'utiliser pour la manipuler, servaient maintenant un but plus grand entre ses mains. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Paul, interrompant ses pensées. Il sortit de sa poche une petite enveloppe. « C'est arrivé aujourd'hui à l'école. » Louise ouvrit l'enveloppe, y trouvant une lettre d'acceptation de la Sorbonne Université. « Mathieu !» s'exclama-t-elle, reconnaissant le nom de l'élève. « Il a réussi. Première place au concours d'entrée en ingénierie, » confirma Paul fier. « Tu te souviens comme il était découragé l'année dernière, pensant qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec les élèves des écoles privées. » Des larmes de joie embuèrent les yeux de Louise. Mathieu, fils d'une femme de ménage et d'un maçon, avait été son élève pendant 3 ans. Le voir obtenir cette place signifiait plus pour elle que n'importe quel titre ou reconnaissance personnelle. « C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons, » dit-elle émue, « pour chaque Mathieu qui existe dans cette ville. » Paul acquiesça, ses yeux reflétant la même passion pour l'éducation qui les unissait tous les deux. L'Institut multipliera ces cas. Imaginez combien de talents sont cachés dans les banlieues, attendant juste une opportunité. Tandis qu'il retournait à la voiture, Louise reçut un message texte de son père. « Réunion d'urgence. Mon bureau. Maintenant. » Le ton inhabituel l'inquiéta. Antoine Delacroix utilisait rarement des termes comme « urgence ». « Je dois y aller, » dit-elle à Paul. « Mon père a besoin de me voir d'urgence. »« Tu veux que je vienne avec toi ?» offrit-il inquiet. « Ce n'est pas nécessaire. C'est probablement quelque chose lié aux investissements de l'Institut. Je t'appelle plus tard. » Au siège de Delacroix Investissement, Louise trouva non seulement son père, mais aussi Laure et l'avocate Marina Dubois, tous avec des expressions graves. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sentant la tension dans l'air. Antoine indiqua une chaise à sa fille avant d'expliquer « Richard est de retour en France et il tente de contester judiciairement la dissolution de Montaigne Entreprises, alléguant que toi et moi avons conspiré pour faire chuter délibérément la valeur des actions avant d'exposer le scandale. »« C'est absurde !» s'exclama Louise. « Nous avons des preuves de toutes les fraudes, la confession de Théodore, des témoins. »« Son dossier est faible, » assura Marina, « mais suffisant pour causer des dommages à la réputation de l'Institut si cela génère une couverture médiatique négative. »« Exactement, » acquiesça Antoine. « Ce n'est pas l'action en justice qui m'inquiète, mais le timing. L'inauguration de l'Institut est prévue dans 6 semaines. Une sale bataille judiciaire pourrait entacher le lancement. » Laure, qui était restée silencieuse jusqu'alors, parla finalement. « Mon frère est désespéré. Il a tout perdu, y compris l'identité qu'il s'était construite en tant qu'héritier puissant. Maintenant, il veut se venger, même si cela signifie traîner son propre nom encore plus dans la boue. »« Que devons-nous faire ?» demanda Louise, traitant l'information. « J'ai déjà demandé une injonction pour l'empêcher de faire des déclarations publiques préjudiciables tant que l'affaire est en cours d'examen, » informa Marina. « Mais légalement, nous ne pouvons pas l'empêcher d'intenter une action en justice. » Antoine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches, une habitude lorsqu'il était pensif. « Il y a une autre option, » dit-il finalement. « Nous pourrions offrir un accord, une somme significative en échange du retrait de toute action et d'un accord de confidentialité perpétuelle. » Louise sentit un serrement au cœur. L'idée de payer Richard, après tout ce qu'il avait fait, semblait une trahison aux principes qu'il défendait. « Non, » dit-elle fermement, « nous n'achèterons pas son silence. Ce serait admettre une culpabilité là où il n'y en a aucune. » « D'accord, » surprit tout le monde Laure. « Mon frère ne mérite pas un centime de plus. De plus, céder au chantage maintenant ne ferait que l'encourager à réessayer à l'avenir. » Antoine sourit fièrement, tant de sa fille que de son ex-belle-sœur. « Dans ce cas, nous allons affronter cela de front. Marina prépare la défense la plus robuste possible. Laure organise une conférence de presse pour demain. Nous allons exposer les faits avant que Richard n'ait la chance de les déformer. »« Et moi, » compléta Louise, « je vais m'assurer que l'attention reste là où elle doit être, sur les étudiants qui bénéficieront de l'Institut et non sur des disputes personnelles. » Quand ils quittèrent la salle de réunion, Louise réalisa que ce serait la dernière bataille contre les fantômes du passé. Richard, tout comme son père avant lui, tentait un dernier coup désespéré pour récupérer ce qu'il avait perdu. Mais cette fois, elle était préparée. Elle n'était plus la petite professeure naïve qui pouvait être facilement manipulée.
Cette nuit-là, tandis qu'elle révisait des documents dans son appartement, Louise reçut une visite inattendue. Paul arriva avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. « J'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie, » dit-il simplement. « Laure m'a parlé de Richard. » Louise sourit, reconnaissante de la présence tranquille qu'il apportait toujours. « Merci d'être venu. » Tandis qu'ils dînaient, discutant des stratégies pour la conférence de presse du lendemain, Louise réalisa à quel point sa vie s'était complètement transformée en seulement 6 mois. Là où il y avait auparavant de l'insécurité et de la naïveté, il y avait maintenant de la force et de la clarté de but. Là où elle avait auparavant cherché la validation dans une fausse relation, elle trouvait maintenant un véritable partenariat avec quelqu'un qui la valorisait pour qui elle était vraiment. « Un sou pour tes pensées », plaisanta Paul, remarquant son silence réfléchi. « Je pense à la façon dont les plus grandes déceptions peuvent se transformer en les plus grandes bénédictions. Si nous savons y trouver la leçon. » Paul leva sa coupe dans un toast silencieux, ses yeux transmettant la compréhension sans besoin de mots. Louise rendit le geste, certaine que, quoi que Richard tente, l'Institut irait de l'avant. L'éducation qui transformerait des milliers de vies était plus forte que toute tentative de vengeance. Et pour la première fois, elle se sentit vraiment reconnaissante pour la douloureuse leçon que les fausses fiançailles lui avaient enseignée. Car, sans elle n'aurait peut-être jamais trouvé sa véritable force et son but. « Je crois que nous devrions inviter Richard à l'inauguration, » dit-elle soudainement. Paul faillit s'étouffer avec le vin. « Quoi? Pourquoi ?» Un sourire serein illumina le visage de Louise. « Pour qu'il voie de ses propres yeux ce que nous avons créé, comment nous avons transformé la tentative d'humiliation en quelque chose de beau et de permanent. Il n'y a pas de plus grande vengeance que le succès, Paul. Et le nôtre sera construit sur des bases réelles, non sur des mensonges et des manipulations. » Il la fixa avec une admiration renouvelée, reconnaissant la sagesse et la magnanimité dans ses paroles. Dehors, Paris pulsait sous le ciel nocturne, une ville de contraste, de fortune et de misère côte à côte. Dans 6 semaines, un nouveau phare d'espoir s'allumerait dans l'un de ces quartiers les plus défavorisés. Et une professeure qui faillit être victime d'un piège millionnaire serait responsable d'allumer cette lumière. L'ironie n'échappait pas à Louise. L'argent que les Montaigne voulaient utiliser pour sauver leur empire serait maintenant utilisé pour libérer les esprits et transformer les avenirs. La plus grande leçon de toutes avait été apprise. Le vrai pouvoir ne se trouvait pas dans les zéros d'un compte bancaire, mais dans la capacité à changer des vies. 3 ans plus tard, le soleil d'octobre baignait généreusement le campus de l'Institut Rivière-de-la-Croix. Des rubans colorés décoraient le vaste patio central, où des chaises avaient été organisées en demi-cercle devant une petite scène. C'était un jour spécial. Le 3e anniversaire de l'institution coïncidait avec l'inauguration du 3e campus, celui-ci situé en banlieue nord de Paris. Louise marchait dans le patio, vérifiant les derniers détails de la cérémonie. Son regard satisfait parcourait les jardins bien entretenus, les salles de classe modernes visibles à travers les grandes fenêtres, les laboratoires équipés de technologies de pointe. Mais par-dessus tout, elle observait les visages, des centaines d'étudiants de tous âges, origines et conditions socio-économiques, réunis pour célébrer ce que beaucoup appelaient la révolution silencieuse dans l'éducation parisienne. « Tout est prêt pour le grand moment ?» demanda Paul, s'approchant avec un sourire. Maintenant directeur pédagogique de l'Institut, il avait quitté l'école publique pour se consacrer entièrement au projet qu'il avait aidé à construire. La relation entre les 2 éducateurs avait évolué naturellement. Il y a 1 an, ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie simple dans le jardin du 1er campus. « Presque tout », répondit Louise, consultant le bloc-notes dans ses mains. « Les invités spéciaux ont déjà commencé à arriver. Et les orateurs sont-ils prêts? Mathieu est un peu nerveux, mais tout à fait prêt. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un ancien élève d'école publique de banlieue, maintenant étudiante en doctorat au MIT, revient pour faire un discours inspirant. » Louise sourit, fière. Mathieu, son ancien élève, avait non seulement intégré la Sorbonne Université comme prévu, mais s'était tellement distingué qu'il avait obtenu une bourse complète pour des études supérieures aux États-Unis. C'était l'un des premiers fruits d'un travail qui se multipliait maintenant exponentiellement. « Et les autres invités spéciaux ?» demanda-t-elle, se référant à ceux dont peu savaient qu'ils viendraient. « Tous confirmés, » répondit Paul, « y compris ceux que tu as insisté pour inviter. » Louise acquiesça, sachant exactement à qui il faisait référence. L'invitation envoyée à la famille de Montaigne avait été une décision personnelle,
que tous n'avaient pas comprises. Pour elle, cependant, cela avait tout son sens. Le cercle devait se refermer, le chemin de transformation être témoigné par ceux qui, involontairement, l'avaient initié. Laure s'approcha, élégante dans son tailleur discret, portant un dossier avec les derniers rapports financiers. En 3 ans, elle avait évolué d'assistante administrative à directrice financière de l'Institut, prouvant sa valeur non par le nom de famille qu'elle portait, mais par le travail acharné et le dévouement. Les chiffres finaux de l'impact social sont arrivés, annonça-t-elle, remettant les documents à Louise. 3200 élèves diplômés des programmes réguliers, 750 boursiers dans des universités, des partenariats avec 23 entreprises pour des stages rémunérés. Et le plus important, compléta Paul, 87% de taux d'employabilité parmi les diplômés et 92% de réduction du décrochage scolaire dans les communautés desservies. Louise absorba les informations avec un mélange de fierté et d'humilité. Ce qui avait commencé comme une réponse à une humiliation personnelle s'était transformé en une véritable force de changement social. Les 10 millions que Théodore de Montaigne avait prévu d'utiliser pour sauver son empire en faillite s'étaient multipliés grâce à des investissements conscients et des partenariats stratégiques, devenant un fonds autosuffisant pour l'éducation transformatrice. « Louise » appela Laure hésitante. « Mes parents sont arrivés. Ils sont dans la salle de réception. » Un bref silence s'installa entre les trois. C'était la première fois que Théodore et Cécile de Montaigne visiteraient l'Institut. Après avoir purgé sa peine réduite, Théodore vivait discrètement, loin des projecteurs qu'il avait tant aimés. Cécile, étonnamment, avait trouvé un nouveau but en tant que bénévole dans des projets sociaux. « Je vais les accueillir », décida Louise, remettant le bloc-notes à Paul. Dans la salle de réception, elle trouva le couple visiblement mal à l'aise. Théodore, autrefois imposant dans ses costumes chers, semblait plus petit, plus fragile, bien qu'il conservât une certaine dignité. Cécile, sans les bijoux ostentatoires, montrait sur son visage les marques de l'humilité apprises de force. « Merci pour l'invitation », dit Théodore, la voix portant le poids de la difficile décision de venir. « C'est impressionnant ce que vous avez construit. »« Je n'ai pas construit cela seul », répondit simplement Louise. « Beaucoup de gens ont rendu cela possible, y compris Laure », commenta Cécile avec une lueur de fierté maternelle. Elle nous raconte son travail, à quel point c'est important. Louise perçut l'effort sincère et offrit un sourire doux. Elle est une partie fondamentale de l'Institut. Sa capacité administrative nous a aidés à grandir plus vite que nous ne l'imaginions. Un silence inconfortable plana brièvement, rempli de questions non posées et d'explications non offertes. Ce fut Théodore qui le brisa finalement. « Pourquoi nous avez-vous invités, Louise ? Après tout, elle l'étudia un instant, cherchant les mots justes. « Parce que vous faites partie de cette histoire, même si c'est de manière qu'aucun de nous n'avait prévu, et parce que je crois que tout le monde mérite de voir les fruits qui naissent, même des pires intentions. » Théodore acquiesça, comprenant plus qu'il n'admettait. « Et Richard ?» demanda Cécile, ne parvenant pas à cacher sa préoccupation maternelle. « Il a aussi été invité ?»« Oui, » confirma Louise. Mais il n'a pas répondu. Ce qu'elle ne mentionna pas fut le bref message qu'elle avait reçu de lui quelques mois auparavant, posté de quelque part en Asie. « Tu as gagné et j'ai tout perdu. » Il n'y avait pas d'amertume dans la façon dont Louise avait reçu ces mots, juste la conscience que certaines personnes devaient tout perdre pour, peut-être un jour, trouver quelque chose de véritable valeur. La cérémonie commença ponctuellement à 10 heures. Le patio était bondé, étudiants, professeurs, partenaires, autorités, médias. Sur scène, Antoine Delacroix, maintenant avec des cheveux complètement blancs, mais toujours imposants, commença l'accueil. « Il y a 3 ans, ma fille m'a présenté un rêve, » dit-il au microphone. Un rêve que beaucoup considéreraient utopique ou naïf. Une éducation de qualité, gratuite, pour ceux qui en ont le plus besoin, dans un pays où les opportunités sont distribuées si inégalement. En tant qu'homme d'affaires pragmatique, j'avoue avoir eu des doutes. Il sourit, regardant directement Louise au premier rang. Mais en tant que père, je n'ai jamais douté de sa détermination. De sa place, Louise observait l'audience. Au 3e rang, Laure était assise entre ses parents, murmurant occasionnellement des explications sur le programme et les réalisations de l'Institut. Au dernier rang, presque caché sous un chapeau, une silhouette solitaire attira son attention. Richard. Il était finalement venu,
même sans confirmer sa présence. Leurs regards se croisèrent brièvement, le sien déviant en premier. Il n'y avait pas de haine dans les yeux de Louise, juste la constatation sereine de la façon dont leur chemin avait divergé drastiquement depuis ce dîner de fiançailles qui semblait avoir eu lieu dans une autre vie. Un à un, les orateurs se succédèrent. Mathieu ému raconta comment le programme de bourse avait changé sa trajectoire. Une mère d'élève relata comment son fils, auparavant démotivé et avec une faible estime de soi, rêvait maintenant de la faculté de médecine. Des entrepreneurs partenaires parlèrent de la qualité des stagiaires formés par l'Institut. Finalement, vint le moment pour Louise de parler. En montant sur scène, elle fut accueillie par une ovation qui l'émut profondément. « Quand tout a commencé, commença-t-elle après que le silence se soit rétabli, je n'imaginais pas arriver jusqu'ici. L'Institut est né d'une circonstance douloureuse, d'une tentative de manipulation qui aurait pu me détruire. » Elle fit une pause, ses yeux parcourant l'audience. « Mais j'ai appris que nos plus grandes blessures peuvent se transformer en nos plus grands dons, si nous choisissons de guérir au lieu de rendre la douleur. » Depuis l'audience, Paul l'encourageait d'un sourire. À ses côtés, Sophie Martin, maintenant responsable de la communication de l'Institut, enregistrait discrètement le discours qui serait certainement mis en avant dans les médias. « Ce campus que nous inaugurons aujourd'hui porte le nom de ma mère, Hélène Rivière, » continua Louise. « Une femme simple qui m'a enseigné la valeur de l'éducation et de l'intégrité quand nous n'avions rien d'autre. Elle disait souvent que personne ne peut vous enlever ce qui est dans votre esprit et dans votre caractère. Les diplômes peuvent se perdre, l'argent peut s'épuiser, mais la connaissance et la dignité demeurent. » Au premier rang, Antoine Delacroix essuya discrètement une larme, se souvenant de son ex-épouse qui, malgré le divorce difficile, avait toujours veillé à ce que leur fille entretienne une relation saine avec son père. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un bâtiment ou une institution, » poursuivit Louise. « Nous célébrons la preuve vivante qu'il est possible de transformer la douleur en but, le rejet en inclusion, l'humiliation en dignité. Chaque élève qui franchit ces portes emporte avec lui non seulement des connaissances techniques, mais la conscience de sa propre valeur. » Tandis qu'elle concluait son discours, Louise remarqua que Richard se levait discrètement, se dirigeant vers la sortie. Ces mots finaux ne seraient peut-être pas entendus par lui, mais ils résonneraient longtemps dans les couloirs de l'Institut et dans les vies qu'il touchait. La vraie valeur des choses n'a jamais résidé dans les zéros d'un compte bancaire, dans le statut d'un nom de famille ou dans le pouvoir sur les autres. Elle réside dans la capacité à transformer des vies, y compris la nôtre. Elle réside dans les secondes chances que nous donnons et que nous recevons. Elle réside dans le regard d'un jeune qui découvre son potentiel pour la première fois et réalise que le monde est plus grand que les limitations qu'on a tenté de lui imposer. Après la cérémonie officielle, tandis que les invités participaient à une réception dans les jardins, Louise marchait avec Paul dans les couloirs du nouveau campus. Dans l'une des salles, un groupe d'enfants du programme périscolaire jouait sous la supervision de moniteurs, inconscients de l'importance du jour. « Pour elle, ce n'est qu'un autre jour d'apprentissage et de plaisir », commenta Paul, les observant à travers la fenêtre. « Elles n'ont aucune idée du nombre de batailles qui ont été menées pour qu'elles puissent être ici. » Louise sourit, entrelaçant ses doigts dans les siens. « Et c'est ainsi que cela doit être. Le véritable mérite est de créer quelque chose de si naturel que les gens oublient à quel point il a été difficile de le construire. » Quand ils retournèrent au patio, ils trouvèrent Laure conversant avec ses parents, qui se préparaient à partir. « Vous ne restez pas déjeuner ?» invita Louise. Théodore sembla surpris par la gentillesse sincère. « Je crois que nous avons déjà imposé notre présence suffisamment, » répondit-il mal à l'aise. « Mais merci. Pour tout. » Dans ces deux mots simples résidait un univers de signification non dite. Gratitude pour la seconde chance donnée à Laure, pour l'invitation qui représentait, sinon le pardon, du moins l'absence de rancune, pour la leçon de vie qui, tardivement, les avait fait repenser leurs valeurs et leurs priorités. Avant de se dire au revoir, Théodore hésita, puis dit à voix basse « Vous aviez raison, Louise. À propos de la valeur des choses, j'ai mis 60 ans à l'apprendre, mais mieux vaut tard que jamais. » Après leur départ, conduit par Laure qui avait promis de revenir pour la suite des célébrations, Louise fut abordée par Sophie. « Il y a quelqu'un qui veut te parler, » dit l'ami, désignant discrètement le parking. « En fait, je crois qu'il hésite entre venir ou partir. » Richard attendait près d'une voiture de location.
visiblement nerveux. En voyant Louise s'approcher, il se redressa, comme s'il rassemblait son courage. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-elle, gardant une distance respectable. « Moi non plus, » admit-il, « mais je devais voir de mes propres yeux. »« Et qu'as-tu vu » Richard regarda le campus, les étudiants qui circulaient joyeusement, le panneau avec le nom de l'Institut. « Quelque chose que je n'aurais jamais été capable de construire, » répondit-il avec une honnêteté surprenante. « Même avec tout l'argent du monde. » Louise acquiesça, reconnaissant le poids de cette admission. « Où vis-tu maintenant » demanda-t-elle, sincèrement intéressée. « Je suis revenu il n'y a pas longtemps. Je recommence à zéro, littéralement. » Il esquissa un sourire, sans humour. « Je travaille dans une entreprise d'importation en tant qu'assistant. » Ironique, n'est-ce pas? L'ex-héritier des Montaigne comme assistant junior. Il n'y a